Un Noël gâché. Pendant que je faisais une double garde aux urgences, mes parents et ma sœur ont dit à ma fille de 16 ans qu'il n'y avait pas de place pour elle à table. Elle a dû rentrer seule en voiture et passer Noël dans une maison vide. Je n'ai pas fait de scène, j'ai agi. Le lendemain matin, mes parents ont trouvé une lettre et se sont mis à hurler. Je m'appelle Lorraine Mitchell, j'ai 35 ans, je suis infirmière aux urgences et mère célibataire de mon incroyable fille, Harper, qui a 16 ans. Faire des double garde pendant les fêtes, ça fait partie du métier dans ma profession. J'ai toujours géré les tensions avec mes parents et ma sœur pour le bien d'eux. Harper. Mais le Noël dernier, une ligne a été franchie que je n'aurais jamais cru possible, quand ma famille a dit à ma fille qu'il n'y avait pas de place pour elle à la table de Noël, la forçant à rentrer seule en voiture dans une maison vide. Mon cœur s'est brisé. Je n'ai pas fait de scène, par contre. J'ai pris des mesures décisives. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires, et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous aimez les histoires de famille qui parlent de poser des limites et de trouver la force dans les moments difficiles. Je suis devenue infirmière il y a 12 ans, poussée par le désir d'aider les autres dans leurs moments les plus vulnérables. L'ironie ne m'échappe pas, car j'ai passé tant de temps à m'occuper d'inconnus, tout en échouant parfois à protéger la personne qui compte le plus, Harper. Mon ex-mari, Jason, et moi avons divorcé quand Harper avait 7 ans. La séparation a été relativement amicale, mais l'implication de Jason dans la vie de Harper a été, au mieux, inconstante. Il a déménagé à Seattle pour le travail il y a 3 ans, et ses visites sont devenues de plus en plus rares. Des appels pour les anniversaires, des textos occasionnels, et des pensions alimentaires qui arrivent plus ou moins. Attends, voilà l'étendue de sa parentalité. Harper a cessé d'en attendre plus il y a des années, ce qui me brise le cœur, mais me rend aussi extrêmement fier de sa résilience. Mes parents, Richard et Eleanor Mitchell, vivent dans une belle maison de style colonial en banlieue, à environ 30 minutes de notre modeste appartement. Papa a pris sa retraite de son cabinet comptable il y a 5 ans, et maman a toujours été une femme au foyer dont l'identité tourne autour de réunions de famille parfaites et d'un ménage impeccable. Ma sœur cadette, Amanda, a fait un bon mariage. Son mari, Thomas, vient d'une famille riche et travaille dans la finance. Ils ont 2 enfants, Ethan, qui a 13 ans, et Zoé, qui en a 10. La dynamique familiale a toujours été compliquée. En grandissant, Amanda était l'enfant préféré, plus encline à suivre les directives strictes de notre mère sur le comportement et l'apparence. Moi, j'étais la rebelle qui a choisi une profession ordinaire et qui a divorcé. 2 péchés impardonnables dans le livre d'Eleanor Mitchell. Ce schéma de favoritisme s'est étendu aux petits-enfants. Ethan et Zoé recevant une attention démesurée, des cadeaux coûteux et des louanges constantes, tandis que Harper se sentait souvent mise de côté. Malgré cela, Harper a toujours essayé de gagner l'approbation de ses grands-parents. Elle passait des heures à fabriquer des cartes pour leur anniversaire, aidait dans la cuisine sans qu'on le lui demande, et endurait poliment les critiques à peine voilées de ma mère surtout, de ses choix vestimentaires décontractés à son intérêt pour la photographie. Au lieu d'activités convenables comme le ballet de Zoé ou les leçons de tennis d'Ethan. Ils ne savent tout simplement pas à quel point tu es incroyable, disais-je à Harper après des réunions de famille particulièrement difficiles, lorsque nous décompressions dans la voiture sur le chemin du retour. Ce n'est pas grave. Maman, répondait-elle toujours avec un haussement d'épaule et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je sais qu'ils m'aiment, à leur manière. À l'hôpital Mémorial, où je travaille, j'ai trouvé le soutien familial qui me manquait souvent à la maison. Ma collègue, le docteur Meredith Wilson, est devenue une amie chère au fil des années de garde de fêtes partagées et du chaos des urgences. Elle est célibataire et n'a pas d'enfant, mais elle a toujours porté un intérêt particulier à Harper, assistant à ses expositions de
Photos scolaires et lui rapportant des souvenirs originaux de ses conférences médicales. Noël a toujours été une grande production chez mes parents. Ma mère planifie tout des mois à l'avance, décorant chaque recoin de leur maison avec des ornements coordonnés et insistant sur une tenue de soirée pour le dîner. Les années précédentes, j'avais négocié mon emploi du temps à l'hôpital pour m'assurer que Harper et moi puissions y assister, même si cela signifiait travailler la nuit du réveillon ou partir directement en garde après avoir ouvert les cadeaux. Cette année était différente. Une pénurie nationale d'infirmières a frappé notre hôpital particulièrement durement, et début décembre, je savais que je ferais une double garde le jour de Noël. C'était décevant, mais inévitable. Harper, je suis tellement désolé pour Noël cette année, lui ai-je dit un soir alors que nous décorions notre petit sapin artificiel. J'ai tout essayé pour échanger, mais nous sommes en sous-effectif critique. Harper a accroché une décoration faite main de ses années d'école primaire et a souri. Maman, ce n'est pas grave. Je ne suis plus une petite fille. Mamie a déjà appelé et a dit que je devais quand même venir pour le dîner. Je me suis arrêté, une décoration à la main. Vraiment? C'est gentil de ça. Part. Tu vois, ils tiennent à moi, a dit Harper, l'air satisfait. Et je peux y aller en voiture maintenant, donc tu n'as pas à t'inquiéter pour que j'y arrive. Ayant obtenu son permis 2 mois auparavant, Harper était impatiente de saisir toute occasion d'indépendance. Pourtant, j'ai hésité. Je ne sais pas, ma chérie. C'est le jour de Noël. Il pourrait y avoir des conducteurs ivres. Maman, m'a-t-elle interrompu avec le fameux roulement d'yeux d'adolescente. C'est un trajet de 30 minutes en plein jour. Je serai super prudente. En plus, j'ai déjà dit à mamie que je l'aiderai à faire ses tartelettes au canneberge, que tout le monde adore. Voyant son enthousiasme, j'ai accepté à contre-cœur. J'ai appelé ma mère pour confirmer l'arrangement, m'assurant que Harper serait la bienvenue et à l'aise de passer Noël avec eux pendant que je travaillais. Bien sûr qu'elle doit venir, a dit ma mère d'un ton sec. Les familles devraient être ensemble à Noël. C'est dommage que tu doives travailler, mais je suppose que quelqu'un doit le faire. J'ai ignoré le sous-entendu passif-agressif, me concentrant plutôt sur la logistique. Je veillerai à ce qu'elle apporte quelque chose pour le dîner. À quelle heure doit-elle arriver? 3 heures, le dîner est à 5 heures. Et dis-lui de porter quelque chose de joli. J'utilise la belle porcelaine. C'était réglé. Harper passerait Noël avec mes parents et la famille de ma sœur, pendant que je m'occuperais des patients aux urgences. Bien que je ressentisse le pincement familier de travailler pendant une autre fête, j'étais reconnaissante que Harper ne soit pas seule. Du moins, c'est ce que je pensais. À l'approche de Noël, Harper semblait vraiment excitée à l'idée d'aller seule chez ses grands-parents. Elle a choisi un nouveau pull vert qui faisait ressortir ses yeux, s'est entraînée à faire un gratin de patates douces en utilisant la recette de ma grand-mère, et a même emballé des cadeaux. Attentionnée pour tout le monde avec son souci du détail caractéristique. Tu m'appelleras quand tu arriveras, n'est-ce pas, ai-je demandé pour probablement la 10e fois à l'approche du jour de Noël. Oui, maman, a promis Harper. Et je t'enverrai des nouvelles par texto, pour que tu ne t'inquiètes pas, j'avais encore des réserves. Mais en voyant l'enthousiasme de Harper à l'idée de se sentir assez grande pour se rendre seule au dîner de Noël, j'ai mis mes inquiétudes de côté. Après tout, elle serait entourée d'une famille qui, soi-disant, l'aimait. Qu'est-ce qui pourrait bien mal se passer? La veille de Noël fut un tourbillon de préparatifs de dernière minute. Harper et moi avons une autre propre petite célébration ce soir-là, échangeant quelques cadeaux et regardant notre marathon de films classiques de Noël. Je l'ai aidé à emballer le gratin de patates douces dans du papier d'aluminium, avec des instructions détaillées pour le réchauffer écrites de ma plus belle écriture. Tu es sûr que le pull me va bien, a demandé Harper,
enfilant sa nouvelle tenue verte avec un pantalon noir et de petites boucles d'oreilles en argent que je lui avais offerte la veille. Tu es magnifique, ma chérie, les jeux. Assuré en glissant une mèche de ses cheveux auburn derrière son oreille. Absolument parfaite. Le lendemain matin est arrivé trop vite. Je devais prendre mon service à 7h du matin. Alors que j'enfilais ma blouse, Harper s'est traîné jusqu'à la cuisine pour me dire au revoir. N'oublie pas, conduis prudemment, lui ai-je dit en la serrant fort dans mes bras. Je t'enverrai un texto quand j'arriverai, quand je repartirai, et si quelque chose arrive, a-t-elle terminé avec un sourire. Je sais, maman. Je gère. Va sauver des vies. Je lui ai embrassé le front, essayant d'ignorer le nœud dans mon estomac. Je t'aime, Harper. Joyeux Noël. Je t'aime aussi. Maintenant, vas-y avant d'être en retard. Les urgences étaient, comme on pouvait s'y attendre, chaotiques à mon arrivée. Les blessures et maladies liées au fait nous tenaient toujours occupés, des accidents de cuisine aux crises cardiaques déclenchés par le stress familial. En milieu de matinée, nous avions un flux constant de patients et je suis tombé dans le rythme familier du triage, du traitement et des soins. Vers midi, mon téléphone a vibré avec un texto de Harper. Arrivé chez mamie. La route s'est bien passée. Papy dit bonjour. J'ai souri, sentant un soulagement m'envahir alors que je tapais rapidement une réponse entre deux patients. Super. Tu t'amuses? Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Oui, j'aide à préparer le dîner. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, je vérifiais mon téléphone dès que possible, remarquant que les textos de Harper devenaient de plus en plus rares. Et moins enthousiastes. 13h30, tante Amanda a amené des gens en plus. Des collègues de l'oncle Thomas. 14h45, le dîner sera peut-être plus tard que prévu. 15h50, tout va bien, juste occupé. À 17h30, les urgences avaient atteint leur pic de chaos. Un accident de voiture multiple avait amené plusieurs patients traumatisés en même temps, et je n'avais pas vérifié mon téléphone depuis plus d'une heure. Quand j'ai enfin eu un moment pour respirer, j'ai trouvé un message qui m'a glacé le sang. Je rentre à la maison. Ne t'inquiète pas pour moi. Mes mains tremblaient alors que j'essayais d'appeler Harper, mais l'appel est allé directement sur sa messagerie vocale. J'ai réessayé en me précipitant vers la salle de pause, la panique me montant à la gorge. Docteur Wilson, j'ai besoin d'une minute, ai-je dit à Meredith en la croisant dans le couloir. Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle demandé en me suivant. C'est Harper. Il s'est passé quelque chose chez mes parents. Mon téléphone a sonné. Le visage de Harper illuminait l'écran. J'ai répondu immédiatement. Harper, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je vais bien, maman, a-t-elle dit, sa voix trop contrôlée, trop plate. Je rentre à la maison maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien d'important. Mamie a juste dit qu'il n'y avait pas de place à table pour moi. Ce n'est pas grave. Mon cœur s'est serré. Comment ça, pas de place? Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Harper? Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne continue, sa voix plus faible. Maintenant. Tante Amanda a amené 4 personnes de plus du bureau de l'oncle Thomas. Quand il a été temps de dîner, mamie a dit qu'ils avaient besoin des chaises de la salle à manger pour les adultes. Elle m'a dit de manger dans la cuisine. J'ai fermé les yeux, serrant le téléphone plus fort. J'ai dit que ça allait, mais ensuite mamie a commencé à tout réorganiser, s'assurant qu'Ethan et Zoé étaient à la table principale avec tout le monde. Quand j'ai amené mon assiette dans la cuisine, elle a dit. La voix de Harper s'est légèrement brisée. Elle a dit qu'il se passait beaucoup de choses et que ce serait peut-être mieux si je revenais une autre fois, quand ce serait moins agité.
Elle a dit qu'il n'y avait vraiment pas de place et que peut-être l'année prochaine serait mieux. Une colère blanche a déferlé en moi. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Papy, Amanda. Papy était occupé à découper la dinde. Tante Amanda avait juste l'air mal à l'aise et a continué à parler à ses invités. L'oncle Thomas a suggéré que je pourrais manger dans leur voiture si je voulais attendre. La tentative de rire de Harper ressemblait plus à un sanglot. Personne n'a même proposé de me ramener ou de me préparer une assiette à emporter. Alors, je suis juste parti. Où es-tu maintenant, ai-je demandé, luttant pour garder ma voix stable. À environ 10 minutes de la maison. Je fais attention, je te le promets. Harper, je suis tellement désolé. Je peux essayer de trouver quelqu'un pour me remplacer. Non, maman, a-t-elle interrompu fermement. Tu as des patients qui ont besoin de toi. Je vais bien. Vraiment. Je vais juste réchauffer des restes à la maison. Envoie-moi un texto à la seconde où tu rentres, ai-je insisté. Et laisse le partage de localisation activé sur ton téléphone. Je le ferai. Ne t'inquiète pas. Après avoir raccroché, je suis resté figé dans la salle de pause, tremblante d'un mélange de fureur et de chagrin. Meredith a posé une main sur mon épaule. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué la situation, chaque mot ayant un goût amer dans ma bouche. C'est horrible, a dit Meredith, son expression s'assombrissant. Tu as besoin de partir? Je peux parler à Reynolds pour une couverture d'urgence. J'ai regardé par la fenêtre de la salle de pause les urgences bondées, pesant mon devoir professionnel contre mon instinct maternel. Il y avait des patients qui souffraient, qui avaient peur, et qui étaient séparés de leur famille le jour de Noël. Non, ai-je finalement dit. Harper dit qu'elle va bien pour l'instant. Elle sera bientôt à la maison et il n'y a rien que je puisse faire pour arranger ça immédiatement. Ces patients ont besoin de moi ici. J'ai regardé ma montre. Ma garde se termine à minuit. Je m'occuperai de ma famille à ce moment-là. Meredith m'a serré le bras. Fais-moi signe si tu changes d'avis. Et Lorraine, ne les laisse pas s'en tirer. Comme ça. J'ai hoché la tête, retournant sur le terrain avec une nouvelle clarté au milieu de ma colère. En vérifiant les signes vitaux et en administrant des médicaments. Mon esprit rejouait des années de mauvais traitements, subtils et moins subtils, que j'avais laissé perdurer au nom de l'harmonie familiale. Le texto de Harper, disant qu'elle était arrivée à la maison en toute sécurité, a été mon seul réconfort alors que je travaillais jusqu'au soir. Nous avons échangé des messages quand je le pouvais. Tu as faim? Il y a des restes de pâtes dans le récipient bleu. Trouvé. Je vais bien, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Est-ce que quelqu'un de chez mamie t'a appelé? Une plus longue pause avant. Non. Personne. Ce simple nom a cimenté ma résolution. Pendant ma pause dîner, j'ai appelé mon amie Rachel, qui habitait dans notre complexe d'appartements. Rachel, je déteste te demander ça le jour de Noël, mais y a-t-il une chance que tu aies de la nourriture en plus? Harper est seule à la maison et n'en dis pas plus, a interrompu Rachel. Brian a fait assez de jambon pour nourrir une armée. On va lui préparer une assiette et la porter tout de suite. Merci, ai-je dit, ma voix se brisant de gratitude. La clé de secours est sous le pot de fleurs en forme de tortue. Je me souviens. Ne t'inquiète de rien. Alors que ma garde se poursuivait, je me suis occupé de tout, d'un enfant avec un Lego coincé dans le nez à un homme âgé en insuffisance cardiaque. Le dernier cas de ma soirée a été particulièrement poignant. Une réconciliation familiale. Dans la salle d'attente après qu'une frayeur liée à un accident de voiture a réuni des frères et sœurs brouillés. La vie est trop courte, ai-je entendu le frère aîné dire alors qu'il s'étreignait. La famille devrait se serrer les coudes.
J'ai pensé à ces mots en terminant mes rapports. La famille devrait se serrer les coudes. Harper et moi, nous nous étions toujours serrés les coudes. Il était temps que je la soutienne d'une manière que j'aurais dû le faire il y a des années. Les dernières heures de ma garde s'étiraient sans fin. Chaque fois que je vérifiais mon téléphone, j'espérais voir un message de mes parents ou d'Amanda. Une reconnaissance de ce qu'ils avaient fait à Harper. L'écran restait obstinément vide de toute communication de ce genre. En insérant une perfusion pour une patiente âgée, mes mains tremblaient légèrement alors que des flashbacks de précédentes réunions de famille me revenaient en mémoire. Harper, à 8 ans, assise seule à la table des enfants pendant qu'Ethan et Zoé étaient invités à s'asseoir avec les adultes parce qu'ils se comportaient si bien. Harper, à 12 ans, montrant avec enthousiasme à sa grand-mère une peinture qui avait gagné un concours d'art scolaire, pour qu'Eleanor y jette un regard dédaigneux et change de sujet pour parler du récital de ballet de Zoé. Harper, à 14 ans, passant des heures à emballer des cadeaux attentionnés pour tout le monde, puis regardant ses cousins recevoir des appareils électroniques coûteux. Tandis qu'elle recevait des produits de bain génériques avec l'étiquette de promotion encore partiellement visible. « Est-ce que ça va, ma chère ?» a demandé ma patiente âgée, remarquant ma distraction. J'ai forcé un sourire. Oui, je pense juste à ma fille. Elle est seule à la maison pour Noël. La femme m'a tapoté la main avec sa main libre. Vous êtes ici pour aider les autres. C'est une leçon importante sur le service. Que vous lui enseignez. Elle s'en sortira très bien. J'ai hoché la tête, mais la vérité me rongeait. Je n'enseignais pas seulement à Harper le sens du service. Je lui enseignais involontairement qu'il était acceptable d'être traité comme moins que rien par des gens qui étaient censés l'aimer, que ses sentiments et sa dignité étaient négociables. Pendant ma pause vers 22 heures, j'ai de nouveau envoyé un texto à Harper. « Comment vas-tu, ma chérie ? » ?»« Ça va. Rachel et Brian ont apporté de la nourriture. Ils sont vraiment gentils. As-tu assez mangé ? » ?»« Oui, leur jambon était en fait meilleur que celui de mamie. » Ne lui dis pas que j'ai dit ça. J'ai souri malgré tout, reconnaissant la tentative de Harper de détendre l'atmosphère. Ton secret est en sécurité avec moi. As-tu ouvert le cadeau que j'ai laissé sur ta table de chevet ? Pas encore. Je le garde pour quand tu rentreras. Bonne idée. Essaie de dormir si tu peux. Je serai à la maison. Vers minuit 30. Je serai probablement encore debout. Je t'aime, maman. J'ai rangé mon téléphone et me suis appuyé contre le mur, soudainement épuisé. Au-delà des exigences physiques de ma garde. Meredith m'a trouvé là, m'offrant une tasse de café. Nuit difficile, a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi. Harper a toujours tellement essayé avec eux, ai-je dit en acceptant le café avec gratitude. Chaque carte d'anniversaire, chaque réussite scolaire. Chaque fois qu'elle a aidé ma mère dans la cuisine sans qu'on le lui demande. Elle essayait de gagner leur amour. Comme si l'amour était quelque chose qu'on devait mériter de sa propre famille. Meredith a hoché la tête. Ma mère était pareil avec moi. L'amour conditionnel n'est pas vraiment de l'amour. Le pire, c'est que j'ai laissé faire, ai-je avoué, la prise de conscience me frappant de plein fouet. J'ai trouvé des excuses pour leur comportement. Pendant des années. C'est juste maman qui est comme ça. Papa ne remarque pas ces choses. Amanda a toujours été compétitive. J'ai tout normalisé au lieu de protéger Harper. Tu protégeais ton idée de la famille, a dit Meredith. Doucement. C'est ce que la plupart d'entre nous font. Nous nous convainquons que maintenir la relation à tout prix vaut mieux que d'affronter les problèmes. Plus maintenant, ai-je dit, une nouvelle clarté m'envahissant. Ça s'arrête maintenant. Pour le reste de ma garde, j'ai accompli mes tâches avec une précision mécanique. Mon esprit formulait les mots que je dirais à ma famille.
Fini les déviations, fini les excuses, fini de prioriser leur confort au détriment du bien-être de Harper. J'ai pensé à la résilience de Harper, à la façon dont elle ne se plaignait jamais, dont elle trouvait toujours quelque chose de positif. Même dans les situations difficiles. Elle méritait tellement mieux que ce que ma famille lui avait donné, que ce que je leur avais permis de lui donner. À 23h30, j'ai soigné ma dernière patiente de la nuit, une jeune mère qui était tombée en accrochant des lumières de Noël. Pendant que je suturais une coupure sur son front, elle s'inquiétait pour ses enfants à la maison. Mon mari est avec eux, mais c'est la nuit de Noël, a-t-elle dit en grimaçant légèrement. Alors que l'aiguille perçait sa peau. Je devrais être là. Vous serez bientôt à la maison, l'ai-je rassuré. Et les enfants sont remarquablement résilients. Ils comprennent quand les choses ne se passent pas comme prévu. On dirait que vous parlez d'expérience, a-t-elle observé. J'ai terminé le dernier point de suture avant de répondre. Ma fille passe la nuit de Noël. Seule parce que ma famille a décidé qu'il n'y avait pas de place pour elle à leur table. Les yeux de la femme se sont écarquillés. C'est terrible. Que allez-vous faire? Pour la première fois cette nuit-là, j'ai souri. Sincèrement. Je vais m'assurer que ça n'arrive plus jamais. Alors que minuit approchait, j'ai terminé mes rapports et me suis préparé à passer le relais à l'équipe de nuit. Le docteur Nathan Pierce, qui avait accepté de couvrir la nuit, est arrivé, l'air frais malgré l'heure tardive. Joyeux Noël. Lorraine, a-t-il dit en examinant le tableau des patients. On dirait que tu as eu une journée chargée. C'était mouvementé, ai-je répondu, lui donnant un bref aperçu des patients actuels. Merci d'être venu ce soir. Pas de problème. Je n'ai pas d'obligation familiale, a-t-il fait une pause, puis a ajouté, Meredith a mentionné que tu avais des problèmes de famille. Tout va bien. J'ai apprécié son inquiétude mais n'étais pas prête à en discuter davantage. Rien que je ne puisse gérer. Je devrais rentrer chez moi retrouver ma fille. Il a hoché la tête, compréhensif. Bien sûr. Passe-lui le bonjour. De ma part. En quittant l'hôpital, l'air froid de décembre m'a semblé clarifiant. Dans ma voiture, j'ai vérifié l'application de partage de localisation. Harper était à la maison, en sécurité. Selon le texto de Rachel, ils étaient restés avec elle. Un moment avant de retourner à leur appartement, mais elle allait bien, juste un peu silencieuse. Les rues étaient presque vides alors que je rentrais chez moi. Les lumières de Noël scintillant depuis des maisons remplies de familles qui, espérons-le, se traitaient avec plus de gentillesse que la mienne n'en avait montré à Harper. À chaque kilomètre, ma détermination se solidifiait. Demain apporterait la confrontation. Mais ce soir, c'était pour ma fille, ma vraie famille. Je suis arrivé à la maison juste après minuit, entrant dans notre appartement. Aussi silencieusement que possible au cas où Harper se serait endormi. Le salon était faiblement éclairé par notre petit sapin de Noël, ses lumières multicolores projetant des ombres sur les murs. Ce que j'ai vu ensuite m'a de nouveau brisé le cœur. Sur la table basse, se trouvaient les restes du dîner de Noël improvisé de Harper, une assiette en carton avec quelques bouchées du jambon que Rachel avait apporté, une pomme de terre au four à moitié mangée. Une tasse vide qui avait probablement contenu du chocolat chaud. À côté, un paquet de biscuits du commerce non ouvert avec un post-it collé dessus, gardé pour maman. Je me suis déplacé dans cet appartement silencieux jusqu'à la chambre de Harper, poussant doucement la porte. Elle était recroquevillée sur son lit. Encore entièrement vêtue de sa tenue de Noël. Son téléphone était serré dans sa main comme si elle attendait un appel ou un message qui n'est jamais venu. Même dans son sommeil, son visage n'était pas entièrement paisible. Ses sourcils étaient légèrement froncés, des traces de larmes séchées visibles sur ses joues. Sur sa table de chevet se trouvait le petit paquet emballé que je lui
avait laissé une délicate breloque en argent en forme d'appareil photo pour le bracelet qu'elle collectionnait depuis ses 12 ans. Il n'avait pas été ouvert. Autour d'elle, j'ai remarqué plusieurs mouchoirs en papier froissé. Sur son bureau, les cadeaux qu'elle avait soigneusement emballés pour mes parents et la famille de ma sœur reposaient en une pile soignée, maintenant sans destination. Cette vision a enflammé quelque chose de primal en moi. Une fureur protectrice. Féroce que je ne m'étais pas permis de ressentir pleinement jusqu'à ce moment. C'était mon enfant, ma belle-fille au cœur tendre, qui n'avait rien fait pour mériter un traitement aussi cruel, qui avait conduit seul le jour de Noël. S'était assise dans une maison vide et s'était endormie en pleurant. Portant toujours la tenue qu'elle avait si soigneusement choisie pour impressionner des gens qui ne pouvaient même pas se donner la peine de lui faire une place à leur table. Je me suis assise doucement sur le bord de son lit, écartant les cheveux de son front. Ses yeux ont papilloté. « Maman » murmura-t-elle, la voix pâteuse de sommeil. « Quelle heure est-il » ? Juste après minuit. Je suis à la maison. Maintenant, ai chuchoté en continuant à lui caresser les cheveux. Elle a cligné des yeux, complètement réveillée, se souvenant soudainement. Oh. Comment s'est passée ta garde ? Laisse tomber le travail. Raconte-moi tout. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Toute l'histoire. Harper s'est redressé lentement, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Ce n'est pas grave, maman. Vraiment. Si, c'est grave, Harper. S'il te plaît. Dis-moi. Elle a pris une profonde inspiration, regardant ses mains. Je suis arrivé chez mamie et papy vers 3 heures, comme prévu. Papy était vraiment gentil quand je suis arrivé. Il m'a aidé à rentrer le gratin et m'a fait un câlin. Mamie a regardé ma tenue et a dit que le vert n'était pas vraiment ma couleur, mais j'ai essayé d'ignorer ça. Ma mâchoire s'est crispée, mais je suis restée silencieuse, la laissant continuer. J'ai aidé dans la cuisine un moment. Tout semblait bien, mais mamie n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Et avait l'air anxieuse. Vers 4 heures, tante Amanda est arrivée avec l'oncle Thomas et les enfants, mais ils avaient 4 autres personnes avec eux. Des collègues de l'oncle Thomas qui étaient en ville sans famille. Mamie avait l'air surprise, mais n'arrêtait pas de dire, plus on est de fous, plus on rit. Harper a tordu un fil lâche sur sa manche. Quand il a été temps de mettre la table, j'ai commencé à aider. C'est là que mamie m'a prise à parler. M'a dit qu'il y avait trop d'adultes pour que tout le monde tienne à la table de la salle à manger. Elle m'a demandé si ça me dérangeait de manger au comptoir de la cuisine, puisque j'étais jeune et adaptable. J'ai fermé les yeux un instant, imaginant la scène. J'ai dit que ça allait, a poursuivi Harper. Ça ne me dérangeait vraiment pas. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'elle s'était assurée qu'Ethan et Zoé aient des places à la table principale. Zoé n'a que 10 ans, maman. Quand je l'ai fait remarquer, mamie a dit qu'ils étaient assis avec leurs parents parce que les invités devaient être accueillis correctement. La voix de Harper s'est faite plus basse. Alors j'ai pris mon assiette dans la cuisine, mais les invités d'Amanda n'arrêtaient pas de venir chercher des boissons, faisant des commentaires sur le fait que c'était bizarre que je sois assise là toute seule. L'un d'eux m'a demandé si j'étais l'employé de maison. Mes mains se sont serrées en poing. Après environ 10 minutes, mamie est revenue, l'air agité. Elle a dit que ma présence dans la cuisine rendait les choses difficiles avec les plats de service et tout ça. Elle a suggéré. Enfin. Elle n'a pas vraiment suggéré. Elle a juste dit que, peut-être, avec tout ce qui se passait, ce serait mieux si je revenais une autre fois quand ce serait moins agité. Les yeux de Harper se sont remplis de larmes. Elle a vraiment dit. Il n'y a vraiment pas de place, Harper. Peut-être l'année prochaine. Comme si j'étais une vague connaissance qui s'était pointée à l'improviste. Qu'a dit tante Amanda ? Ai-je demandé, ma voix à peine contrôlée.
Elle était dans l'embrasure de la porte et a juste détourné le regard. C'est l'oncle Thomas qui a suggéré que je pourrais attendre dans leur voiture si je voulais rester, mais il était clair que personne ne voulait de moi là-bas, alors j'ai juste dit que je rentrais à la maison. Harper a essuyé ses yeux avec sa manche. J'ai pris Harper dans une étreinte serrée, sentant ses larmes tremper ma chemise. Je suis tellement désolé, ma chérie. Je suis tellement désolé que cela soit arrivé. Ce n'est pas ta faute, maman, a-t-elle dit. Sa voix étouffée contre mon épaule. Tu devais travailler. Je le sais. C'est ma faute, ai-je rétorqué, me reculant pour la regarder dans les yeux. Je leur ai permis de nous traiter mal toutes les deux pendant des années. J'ai trouvé des excuses pour leur comportement au lieu de m'y opposer. Mais ça s'arrête maintenant. Harper m'a regardé avec surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ce qu'ils ont fait était complètement inacceptable, et il y aura des conséquences. Personne ne traite ma fille de cette façon. Pas même la famille. Surtout pas la famille. Pour la première fois depuis mon retour, le visage de Harper s'est légèrement éclairci. Tu ne vas pas sortir tes griffes de maman ours sur eux, n'est-ce pas? J'ai souri. Malgré ma colère. Peut-être. Est-ce que ça te met très mal à l'aise? Non. A-t-elle dit après un moment de réflexion. En fait, je pense que ça m'irait. Nous sommes restés à parler pendant une autre heure, Harper finissant par se mettre en pyjama pendant que je nous préparais un nouveau chocolat chaud. Alors que la conversation se terminait, l'épuisement nous a rattrapés. J'ai suggéré que nous essayions toutes les deux de dormir. Je peux rester avec toi ce soir? A demandé Harper d'une petite voix qui me rappelait quand elle était beaucoup plus jeune. Bien sûr, ai-je dit, le cœur serré par sa vulnérabilité. Nous nous sommes endormis dans mon lit, la tête de Harper sur mon épaule, comme lorsqu'elle était une enfant qui avait peur des orages. Je l'ai tenue près de moi, lui promettant silencieusement que je ne laisserais plus jamais personne lui faire sentir qu'elle n'était pas désirée ou digne d'amour. Quelle que soit leur relation avec nous. Je me suis réveillé à l'aube avec une clarté absolue sur ce qu'il fallait faire. Glissant prudemment hors du lit pour ne pas réveiller Harper, j'ai commencé à mettre mon plan en action. Il était temps de montrer à ma fille ce que signifiait vraiment se défendre, et défendre ce qu'on aime. La lumière du matin filtrait à travers les stores lorsque j'ai passé mon premier appel. L'hôpital a été compréhensif quant à ma demande de jours de congé personnel. Je demandais rarement des congés imprévus et ils savaient que je ne le ferais pas sans une bonne raison. Une fois cela réglé, je me suis déplacé silencieusement dans l'appartement, rassemblant ce dont j'avais besoin. D'abord, j'ai récupéré les décorations de Noël de la maison de mes parents, des objets que ma mère avait insisté pour que je prenne afin de rendre le Noël de Harper plus festif. Je les ai mises dans une boîte, prête à être retournée. Ensuite, j'ai préparé le petit déjeuner. Des pancakes avec des pépites de chocolat en forme de smiley, quelque chose que je faisais pour Harper les jours difficiles quand elle était plus jeune. J'ai tout mis sur un plateau avec un petit vase contenant un œillet rouge que j'avais trouvé dans notre jardin miniature sur le balcon. Pendant que le café infusait, j'ai passé à l'étape suivante. J'ai appelé chez mes parents, sans surprise, je suis tombé sur la messagerie vocale après plusieurs sonneries. Ils n'ont jamais été des lève-tôt, surtout après avoir organisé un dîner. Maman, papa, c'est Lorraine, ai-je dit, ma voix calmée. Claire. Ce qui s'est passé hier avec Harper est complètement inacceptable. Je prends ma journée pour la passer avec ma fille, qui a passé Noël seule parce que vous avez décidé qu'il n'y avait pas de place pour elle. Je vais vous rapporter toutes les décorations de Noël que vous nous avez données, car nous allons désormais créer nos propres traditions. Si vous voulez avoir une relation avec l'une ou l'autre de nous à l'avenir, ce sera à de nouvelles conditions, avec des
Limite claire et du respect. Je vous contacterai quand je serai prête à discuter de ces conditions. J'ai raccroché, sentant un poids se lever de mes épaules. Pas de colère, pas de cris, juste des conséquences claires pour l'heure. Action. Ensuite, j'ai envoyé un SMS à ma sœur. Amanda, il faut qu'on parle d'hier. Harper m'a tout raconté. Je suis plus que déçu de ton rôle dans tout ça. Ça. Réponse est arrivée étonnamment vite. Lorraine, tu exagères. C'était bondé. Gênant. Nous n'avions pas prévu d'avoir des invités supplémentaires. Harper semblait d'accord pour rentrer chez elle. Mes doigts ont volé sur le clavier. Une jeune de 16 ans qui rentre seule en voiture le jour de Noël dans une maison vide parce que les adultes ne pouvaient pas lui faire de la place, ce n'est pas d'accord. Tes enfants ont été accueillis pendant que la mienne a été renvoyée. Cela en dit long sur ce que tu penses de Harper. La réponse d'Amanda a montré son vrai visage. Ce n'est pas juste. Mes enfants sont plus jeunes. Harper est pratiquement une adulte. Maman était stressée en essayant d'accommoder tout le monde. Ce n'était pas personnel. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. C'était absolument personnel pour Harper. Elle s'est préparée pendant des jours, était excitée d'être avec la famille, et a fini seule à Noël pendant que tout le monde faisait la fête. Personne n'a même vérifié si elle était bien rentrée. Pense à ce qu'elle a ressenti. Accepterais-tu ce traitement pour Ethan ou Zoé? Comme aucune réponse immédiate n'est venue, j'ai continué, il ne s'agit pas seulement d'hier. Il s'agit d'années où Harper a été traitée comme moins importante que tes enfants. J'ai laissé faire parce que je voulais maintenir la paix, mais ça s'arrête. Maintenant. Si tu veux une relation avec nous à l'avenir, les choses doivent changer radicalement. J'ai posé mon téléphone, entendant du mouvement dans ma chambre. Harper est apparu dans l'embrasure de la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Paraissant plus jeune que ses 16 ans. Bonjour, dit-elle prudemment, scrutant mon expression. Qu'est-ce que tu fais debout si tôt? Je prépare le petit déjeuner, ai-je dit en désignant le plateau. Et j'ai pris un jour de congé. J'ai pensé que nous pourrions avoir notre propre célébration de Noël. Aujourd'hui. Ses yeux se sont écarquillés. Mais ta garde est couverte. Ai-je terminé? Aujourd'hui, c'est juste pour nous. Harper a remarqué mon téléphone qui s'allumait avec un appel. C'est mamie? Oui, ai-je confirmé en mettant le téléphone en silencieux. Nous nous sommes assis ensemble à notre petite table de cuisine, mangeant des pancakes et parlant de tout et de rien. Je n'ai pas mentionné mes appels et mes textos, voulant offrir à Harper une matinée paisible. Alors que nous débarrassions, mon téléphone a de nouveau sonné. Mon père cette fois. Je devrais probablement prendre cet appel, ai-je dit à Harper, qui a hoché la tête. Salut, papa, ai-je répondu en sortant sur le balcon pour plus d'intimité. Lorraine, c'est quoi ce message, a-t-il demandé, l'air vraiment confus. Ta mère est contrariée. Qu'est-ce qui s'est passé avec Harper hier? J'ai expliqué la situation en détail, sans adoucir aucun aspect de la façon dont Harper avait été traité. Il y a eu un long silence quand j'ai fini. Je n'en avais aucune idée, a-t-il finalement dit, la voix lourde. J'étais occupé avec les invités à découper la dinde. Je n'ai pas réalisé que Harper était parti. Ta mère ne m'a pas dit qu'elle lui avait demandé de rentrer chez elle. Que tu le saches ou non, papa, c'est arrivé. Et ça fait partie d'un schéma qui dure depuis des années. Ce n'est pas juste, Lorraine. Nous aimons Harper. L'amour n'est pas juste un sentiment, papa. Ce sont des actions. Et vos actions, à vous tous, ont constamment montré à Harper qu'elle est moins importante, moins valorisée que les enfants d'Amanda. Il a commencé à protester, mais j'ai continué fermement.
Je n'ai pas cette conversation pour entendre des excuses. Ou des justifications. Je te fais savoir que les choses changent. Si vous voulez faire partie de nos vies, vous devez nous respecter toutes les deux. Cela signifie reconnaître ce qui s'est passé, s'excuser sincèrement auprès de Harper. Et faire de vrais changements à l'avenir. Une autre pause. Ta mère veut te parler. Pas aujourd'hui, ai-je dit fermement. Je passe la journée avec Harper. Nous pourrons parler demain si tu veux, mais il faut que ce soit une conversation, pas ta chance de justifier ce qui s'est passé. Après avoir raccroché, je suis retourné trouver Harper assise sur le canapé. Essayant de paraître décontractée, bien que je puisse dire qu'elle avait écouté. Tout va bien, a-t-elle demandé. Ça va aller, l'ai-je assuré. Je leur ai fait savoir que les choses doivent changer s'ils veulent faire partie de nos vies. Harper avait l'air à la fois impressionné et légèrement alarmé. Et s'ils ne veulent pas changer? Je me suis assise à côté d'elle, prenant ses mains dans les miennes. Alors nous construirons notre famille ailleurs, avec des gens qui te valorisent comme il se doit. Comme par hasard, on a sonné à la porte. Je l'ai ouverte pour trouver Meredith. Les bras chargés de sacs de course. Les renforts sont arrivés, a-t-elle annoncé en passant devant moi pour aller dans la cuisine. J'ai apporté tout ce qu'il faut pour un vrai dîner de Noël. J'espère que ça ne dérange pas, le visage de Harper s'est illuminé. Docteur Wilson, vous n'auriez pas dû. C'est Meredith en dehors de l'hôpital, tu te souviens? Et bien sûr que si. Personne ne devrait manquer le dîner de Noël. Elle a commencé à déballer les ingrédients. Une petite dinde, des pommes de terre, des légumes et plusieurs options de dessert. Avant que je puisse la remercier correctement, on a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Rachel et Brian d'en face, avec leur fils Michael, étudiant à l'université. Nous avons pensé que vous aimeriez un peu de compagnie, a dit Rachel avec un sourire chaleureux. Et Brian fait une farce. Incroyable. Plus on est de fous, plus on rit, ai-je dit, la phrase prenant un nouveau sens alors que je les accueillais. En moins d'une heure, notre petit appartement était rempli de rires et d'odeurs. De cuisine. Meredith avait apparemment fait passer le mot, car deux autres collègues de l'hôpital sont arrivés. L'infirmière Sophia avec son mari James. Et le docteur Lopez avec des tamales faits maison que sa mère insistait pour qualifier d'essentiel à toute célébration de fête. Harper est passé de timide au début à de plus en plus à l'aise, alors que tout le monde la mettait au centre de l'attention, lui posant des questions sur sa photographie, complimentant son aide en cuisine, et la traitant avec le respect et l'affection que ma propre famille n'avait pas réussi à lui fournir. Vers 2 heures, on a de nouveau frappé à la porte. Harper a répondu, puis m'a appelé d'une voix incertaine. Maman, c'est tante Amanda. J'ai rejoint Harper à la porte où ma sœur se tenait seule, l'air inhabituellement hésitant. On peut parler, a-t-elle demandé doucement. J'ai jeté un coup d'œil à Harper, qui a légèrement hoché la tête. Entre, ai-je dit. Nous avons notre propre célébration de Noël. Les yeux d'Amanda se sont écarquillés en voyant l'appartement plein et l'atmosphère festive. Je peux revenir une autre fois. Non, ai-je interrompu. Si tu veux parler, c'est le bon moment. On peut utiliser le balcon. Une fois dehors, Amanda a tripoté la lanière de son sac à main. Je voulais m'excuser auprès de vous deux, mais surtout auprès de Harper. Ce qui s'est passé hier était mal. Oui, ça l'était, ai-je convenu, ne lui facilitant pas la tâche. J'aurais dû dire quelque chose quand maman lui a dit de partir. Je savais que ce n'était pas bien, mais, elle s'est interrompue. Mais quoi? Mais je ne voulais pas faire de scène. Je ne voulais pas contrarier maman ni mettre les choses mal à l'aise avec les collègues de Thomas. Elle a baissé les yeux. J'ai fait passer le confort de tout le monde avant les sentiments de Harper. C'était mal. Son honnêteté m'a surprise.
Oui, ça l'était. La vérité, a poursuivi Amanda, sa voix plus basse, c'est que j'ai toujours été un peu jalouse de ta relation avec Harper. Vous avez quelque chose de spécial. Vous n'êtes pas seulement mère et fille. Vous êtes vraiment amis. Vous vous respectez. Je n'ai pas ça avec mes enfants. Je ne m'attendais pas à ce niveau de vulnérabilité de la part de ma sœur toujours si composée. Ça n'excuse pas ce qui s'est passé, a-t-elle ajouté rapidement. Rien ne l'excuse. Je voulais juste que tu saches que ça vient de mes propres insécurités, pas du fait que je ne me soucie pas de Harper. Amanda, tu as laissé tes enfants être favorisés par rapport à Harper pendant des années. Tu y as participé. Elle a hoché la tête, des larmes se formant dans ses yeux. Je sais, et je suis sincèrement désolé. J'aimerais avoir une chance de me racheter. Si Harper est prête à me donner cette chance. J'ai étudié ma sœur, y voyant un remords sincère. C'est à Harper de décider. Mais toute relation à l'avenir devra être très différente. Je comprends, a-t-elle dit. Je peux lui parler? J'ai appelé Harper sur le balcon, leur laissant de l'espace pour parler en privé. Pendant que je retournais auprès de nos invités. À travers la porte vitrée, j'ai observé leur conversation. Amanda parlant avec ferveur, la posture initialement raide de Harper s'adoucissant progressivement, un câlin timide échangé. Quand elles ont rejoint le groupe, Harper avait une expression pensive. Tante Amanda va rester pour le dîner, a-t-elle annoncé. J'ai dit que c'était d'accord. J'ai hoché la tête, respectant sa décision. Amanda s'est intégrée étonnamment bien à notre réunion, retroussant ses manches pour aider en cuisiner. S'engageant avec les centres d'intérêt de Harper d'une manière que j'avais rarement vue auparavant. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, mes parents ont appelé 2 fois de plus. J'ai laissé les appels aller sur la messagerie vocale, me concentrant plutôt sur la célébration joyeuse qui se déroulait dans notre maison. Nous avons mangé de la dinde et des tamales à notre table de sala. Mangé dépareillé, avec des chaises supplémentaires empruntées aux voisins. Nous avons joué à des jeux de société et partagé des histoires. Harper a ri plus que je ne l'avais entendu le faire depuis des mois. Quand nos invités sont finalement partis vers 9 heures, nous laissant avec assez de reste pour des jours, Harper m'a aidé à nettoyer avec un contentement que je n'attendais pas après le désastre de la veille. C'était le meilleur Noël de tous les temps, a-t-elle déclaré en chargeant le lave-vaisselle. Même après ce qui s'est passé hier? Ai-je demandé. Elle a réfléchi, puis a hoché la tête fermement. Peut-être à cause de ce qui s'est passé hier. Je t'ai vu me défendre, maman. Et puis tous ces gens sont venus juste parce qu'ils tiennent à nous. Ça ressemble plus à une famille qu'un dîner chic où je ne suis pas vraiment la bienvenue. Je l'ai serré fort dans mes bras, reconnaissant la sagesse de ses paroles. Tu as raison. La famille, c'est ceux qui sont là, pas ceux avec qui on est apparenté. Tu vas quand même parler à mamie et papy. Demain? A-t-elle demandé. Oui, ai-je confirmé. Mais pas pour me battre. Ou crier, pour poser des limites sur la façon dont nous attendons d'être traités à l'avenir. Harper a hoché la tête, comprenant la différence. Je suis contente que tante Amanda soit venue aujourd'hui. Je pense qu'elle était vraiment sincère dans ses excuses. Alors que nous finissions de nettoyer, mon téléphone a vibré avec un texto de Meredith. La journée était merveilleuse. Le docteur Pierce est désolé de l'avoir manqué. Il a demandé de vos nouvelles. Peut-être la prochaine fois. J'ai souri en tapant ma réponse. Certainement la prochaine fois. Merci pour tout. Aujourd'hui. Harper a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule avec un sourire malicieux. Le docteur Pierce a demandé de nos nouvelles. Le mignon qui t'apporte toujours du café. J'ai senti mes joues chauffer.
C'est juste un collègue. Qui s'inquiète. Harper a taquiné. Un collègue inquiet qui te regarde comme si tu étais un miracle de Noël. J'ai ri, la poussant gentiment. Va te coucher, toi. Ça a été 2 longues journées. Alors que Harper se dirigeait vers sa chambre, elle s'est arrêtée. Maman, je suis fière de toi pour l'heure. Avoir tenu tête. Ces mots signifiaient tout pour moi. Je suis fier de nous. Et je te promets qu'à partir de maintenant, nous ne passerons du temps qu'avec des gens qui te valorisent comme il se doit, qui voient à quel point tu es incroyable. Ça vaut aussi pour toi, a-t-elle dit. Sérieusement. Tu mérites mieux aussi, maman. Alors que je me préparais à me coucher cette nuit-là, j'ai réalisé que Harper avait raison. Nous méritions toutes les deux mieux, et en agissant aujourd'hui, je lui avais enfin montré comment y parvenir. La confrontation avec mes parents demain ne serait pas facile. Mais avec Harper à mes côtés, je me sentais prête à tout ce qui allait arriver. Notre célébration de Noël impromptue avait créé un beau désordre, une preuve de joie éparpillée dans tout l'appartement. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin pour trouver Harper déjà debout, organisant les restes dans le réfrigérateur avec une précision méthodique. Bonjour, ai-je dit en versant du café dans ma tasse préférée. Tu es debout de bonne heure. Je n'ai pas pu dormir, a-t-elle admis. Je pensais à aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour où nous aborderions formellement ce qui s'était passé avec mes parents. J'ai vérifié mon téléphone, 3 appels manqués de ma mère, 2 de mon père, et plusieurs SMS exprimant divers degrés de contrition et de défense. Tu es nerveuse, ai-je demandé à Harper. Elle a rangé le dernier récipient et a fermé la porte du réfrigérateur avant de répondre. Un peu. Mais surtout, je me sens. Je ne sais pas. Plus forte. J'ai souri, reconnaissant ce sentiment. C'est ce qui arrive quand on décide de ne plus accepter les mauvais traitements. C'est valorisant. Ils viennent ici, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit fermement. J'y ai pensé. Mais c'est notre espace. Sûr. Je ne veux pas qu'il soit souillé par un conflit potentiel. Je leur ai dit qu'on se retrouverait au café sur Maple, en terrain neutre. Harper a hoché la tête, l'air soulagé. Bien pensé. À quelle heure? 11 heures. Ça nous laisse le temps de nous préparer. J'ai siroté mon café, étudiant son expression. Tu n'es pas obligé de venir si tu ne le veux pas, je veux venir, a-t-elle dit sans hésitation. Je dois être là. Pendant que nous prenions le petit déjeuner, mon téléphone a de nouveau vibré. Amanda. Comment va Harper aujourd'hui, disait son texto. Je pensais tout ce que j'ai dit hier. J'aimerais être une meilleure tante à l'avenir. J'ai montré le message à Harper, qu'il a examiné attentivement avant de suggérer que je réponde de manière positive mais prudente. Dis-lui que nous apprécions ses excuses et que nous avons hâte de voir comment les choses évoluent. Ma fille de 16 ans gérait cela avec plus de maturité que la plupart des adultes que je connaissais. J'ai tapé la réponse, ajoutant « Nous rencontrons maman et papa à 11 heures au Maple Street Coffee. Tu es la bienvenue si tu veux un soutien moral. » La réponse d'Amanda a été immédiate. J'y serai. Et Lorraine, merci de me donner une chance de réparer ça. À 10h45, Harper et moi étions assises à une table d'angle dans le café. Confortable, 2 tasses fumantes devant nous. Harper avait choisi de porter un pullover différent. Un choix délibéré, a-t-elle expliqué, pour montrer qu'elle n'avait pas honte de ses préférences malgré les critiques de notre mère. Amanda est arrivée la première, l'air inhabituellement décontracté en jean et chemisier. Simple. Elle a serré Harper dans ses bras avec une chaleur sincère avant de s'asseoir à côté d'elle. Un autre choix délibéré qui n'est pas passé inaperçu.
Mes parents sont entrés à 11 heures précises. La ponctualité militaire de mon père régissant toujours leur emploi du temps après toutes ces années. Ma mère avait l'air impeccablement mise comme toujours, mais il y avait une incertitude inhabituelle dans son expression. Papa l'a guidée jusqu'à notre table avec une main dans son dos. Lorraine, Harper. Il a hoché la tête à chacune de nous. Puis a remarqué Amanda. Amanda, je ne savais pas que tu serais là. Je l'ai invitée, ai-je dit simplement. S'il vous plaît, asseyez-vous. Une fois installé, un silence inconfortable s'est abattu sur la table. Je m'étais promis de ne pas être la première à parler. Ils devaient prendre leur responsabilité sans qu'on les y pousse. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. Nous voulons nous excuser pour ce qui s'est passé à Noël, a-t-il commencé en regardant directement Harper. C'était mal. On n'aurait jamais dû te demander de partir. Ma mère s'est agitée sur son siège, mais est restée silencieuse. Papa a continué. Je n'ai pas bien compris ce qui s'était passé. Jusqu'à ce que Lorraine l'explique hier. Ce n'est pas une excuse. J'aurais dû être plus attentif. Je suis désolé, Harper. Harper a légèrement hoché la tête, mais n'a pas parlé. Son silence semblait déconcerter mes parents plus que n'importe. Quel mot de colère n'aurait pu le faire? Eleanor a doucement incité mon père. N'as-tu pas quelque chose à dire? Ma mère a redressé sa posture déjà parfaite. Oui. Eh bien, les choses sont devenues assez agitées avec les invités inattendus. Peut-être que je n'ai pas géré ça aussi bien que j'aurais pu. J'ai senti Harper se tendre à côté de moi. Cette non-excuse était exactement ce à quoi je m'attendais. Maman, ai-je dit d'un ton égal. Harper est rentré seul en voiture le jour de Noël dans une maison vide parce que tu lui as dit qu'il n'y avait pas de place pour elle, tout en faisant de la place pour tout le monde, y compris des enfants plus jeunes qu'elle. Ne pas bien gérer et ne commence même pas à couvrir ce qui s'est passé. Les joues de ma mère ont rougi. Qu'aurais-tu voulu que je fasse, Lorraine? Nous n'avions pas assez de chaises. Tu aurais pu demander à l'un des adultes de manger plus tard, est intervenue Amanda, me surprenant par sa franchise. Ou nous aurions pu manger par roulement. Ou quelqu'un aurait pu aller chercher une table pliante. Il y avait des dizaines de solutions qui n'impliquaient pas de renvoyer Harper. Ma mère s'est tournée vers Amanda avec de la trahison dans les yeux. Tu n'as rien dit à ce moment-là. Je sais, a reconnu Amanda. Et j'ai eu tort. Je me suis excusé auprès de Harper pour ça. Le problème n'est pas seulement le jour de Noël, ai-je continué en gardant ma voix égale. Ce sont des années où Harper a été traitée comme moins importante qu'Ethan et Zoé, moins digne d'attention, d'affection et de considération. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère. Nous aimons Harper. L'amour se démontre par des actions, maman, ai-je dit. Et vos actions ont constamment montré du favoritisme. Papa a posé une main apaisante sur le bras de ma mère avant de s'adresser à moi. Que attends-tu de nous? Lorraine? Nous sommes ici. Nous nous excusons. Que pouvons-nous faire de plus? C'était l'ouverture que j'attendais. Si vous voulez avoir une relation avec nous à l'avenir, il doit y avoir des attentes et des limites claires. J'ai exposé à quoi ressembleraient ces limites. Un traitement égal pour tous les petits-enfants, le respect pour Harper et moi en tant qu'individus avec des sentiments et des préférences valables, aucune critique de nos choix de vie ou de notre apparence, et surtout, une prise de responsabilité lorsque ces limites étaient franchies. De plus, j'ai continué, nous n'assisterons à aucune réunion de famille où ces attentes ne sont pas respectées. Nous ne sommes plus disposés à endurer l'inconfort ou le manque de respect pour maintenir la paix. Ma mère avait l'air stupéfaite. Tu nous donnes des ultimatums maintenant. Harper,
qui était restée silencieuse tout au long de l'échange, a finalement pris la parole. Je veux avoir une relation avec vous deux. Je vous aime, mais j'ai besoin de savoir que vous me valorisez. Pas seulement le dire, mais le montrer. Sa déclaration simple et sincère semblait avoir pénétré les défenses de ma mère d'une manière que rien d'autre n'avait pu faire. L'expression d'Eleanor s'est légèrement adoucie en regardant sa petite fille. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes dévalorisée, Harper, a-t-elle dit, sa voix plus basse qu'auparavant. Je suis désolé de l'avoir fait. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais c'était un début. La première reconnaissance sincère de ma mère que ses actions avaient causé une réelle blessure. Mon père, toujours pragmatique, a demandé, et maintenant? Maintenant. Nous verrons si les choses peuvent changer, ai-je répondu honnêtement. Nous ne vous coupons pas les ponts. Nous demandons une remise à zéro, avec une nouvelle compréhension. Nous avons convenu d'une réunion de famille en janvier, de nouveau en terrain neutre, pour discuter des attentes spécifiques et de la manière de progresser. Alors que nous nous préparions à partir, mon père a serré Harper fort dans ses bras, lui chuchotant quelque chose à l'oreille qui l'a fait sourire. L'étreinte de ma mère a été plus brève, mais semblait moins superficielle que d'habitude. Amanda nous a raccompagnés à notre voiture. Ça c'est mieux passé que ce à quoi je m'attendais, a-t-elle observé. Ce ne sont que des mots pour l'instant, lui ai-je rappelé. Le vrai test sera les actions. Je sais, a-t-elle convenu. Mais c'est un début. Au cours des semaines suivantes, des changements, petits mais significatifs, ont commencé à émerger. Mon père a appelé Harper directement plusieurs fois, montrant de l'intérêt pour sa photographie et proposant de l'aider à construire une véritable chambre noire dans notre placard de rangement. Il est venu un week-end avec des outils et des fournitures, passant des heures à travailler au côté de Harper, leur relation se renforçant à chaque projet partagé. L'évolution de ma mère a été plus lente et plus mesurée. Sa première visite en solo à notre appartement a été maladroite. Elle ne pouvait s'empêcher de commenter notre espace de vie confortable, son code pour petit, ou de poser des questions pointues sur mon avancement de carrière. Mais quand Harper a présenté ses récentes photographies, Eleanor a fait un effort visible pour offrir de véritables compliments et poser des questions réfléchies. La véritable percée est venue lorsque ma mère a invité Harper, juste Harper, à la rejoindre pour déjeuner et visiter une exposition de photographie au musée local. Quand Harper est rentré à la maison, ses yeux brillaient d'excitation. Mamie a vraiment écouté quand j'ai expliqué la composition et l'éclairage, a-t-elle rapporté avec émerveillement. Et elle n'a pas mentionné Ethan ou Zoé une seule fois. La transformation d'Amanda a été peut-être la plus surprenante. Elle a invité Harper à aider Zoé avec un projet de photographie scolaire, créant un espace pour que les cousines développent une relation indépendante de la dynamique des adultes. Elle a commencé à reconnaître son rôle dans le déséquilibre familial. Même dans les conversations avec nos parents, redirigeant doucement lorsque les anciens schémas réapparaissaient. Au travail, je me suis surprise à me défendre d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Lors de la planification de février, j'ai demandé certains jours de congé sans excuses ni explications excessives. Mes collègues, en particulier Meredith, ont remarqué le changement. Quoi qu'il se soit passé. À Noël, ça t'a fait du bien, a-t-elle commenté lors d'un rare moment de calme. Aux urgences. Tu sembles plus légère. Je me sens plus légère, ai-je admis. Poser des limites est étonnamment libérateur. En parlant de ça, dit Meredith avec un sourire malicieux, le docteur Pierce a demandé si tu étais libre pour un café en dehors des heures de travail. J'ai ressenti une vague d'intérêt inattendu. Nathan Pierce avait toujours été gentil et indéniablement attirant. Mais j'avais gardé mes interactions avec lui strictement professionnelles,
trop concentré sur Harper et le travail pour envisager de sortir avec quelqu'un. Peut-être, ai-je dit, me surprenant moi-même. Peut-être que je le suis. Quand j'ai mentionné le potentiel rendez-vous café à Harper ce soir-là, sa réaction a été enthousiaste, frôlant l'excès. Enfin. S'est-elle exclamée en levant les bras de manière théâtrale. Ça fait des mois qu'il te lance ses regards. Quel regard, ai-je demandé en feignant l'innocence. Maman, sérieusement? Même papy a remarqué quand il est venu me chercher à l'hôpital cette fois-là. Il a demandé si toi et le docteur Pierce étiez ensemble. J'ai ri, secouant la tête à l'idée des observations de mon père en matière de rencontres. On verra bien. Ce n'est qu'un café pour l'instant, a dit Harper avec un sourire entendu. La réunion de famille de janvier que nous avions programmée a eu lieu dans un restaurant choisi pour son statut de terrain neutre. À ma grande surprise, tout le monde est arrivé avec des notes écrites, preuve qu'ils avaient sérieusement réfléchi à nos discussions. Même ma mère, bien qu'elle ait eu le plus de mal à accepter la critique, a fait des efforts visibles pour écouter sans se défendre. Immédiatement. Nous avons établi des lignes directrices claires pour la communication et les attentes. Mon père, toujours comptable, a même créé un document partagé où nous pouvions noter les préoccupations ou les problèmes au fur et à mesure, les abordant avant qu'ils ne s'enveniment. Le moment le plus significatif est venu lorsqu'Harper, avec une confiance nouvelle, s'est adressé directement à sa grand-mère. J'ai besoin que tu comprennes que lorsque tu me compares à mes cousins ou que tu critiques mes centres d'intérêt, ça me fait vraiment mal, a-t-elle dit, sa voix stable. Malgré ses mains nerveuses. Je ne te demande pas de faire semblant d'aimer tout ce que je fais. Mais je te demande de respecter le fait que je suis ma propre personne. Ma mère, à son crédit, n'a ni dévié ni rejeté. Je comprends. A-t-elle dit après un moment de réflexion. Je ferai mieux, Harper. Je te le promets. Alors que l'hiver fondait au printemps, notre nouvelle dynamique familiale a continué d'évoluer. Il y a eu des faux pas et de vieilles habitudes qui ont parfois refait surface. Ma mère faisait encore parfois des comparaisons maladroites. Mon père retombait occasionnellement dans l'évitement des conflits. Et Amanda avait des moments de parentalité compétitive. Mais la différence, c'est que maintenant, ses comportements étaient reconnus et abordés plus tôt qu'ignorés. Harper s'est épanoui dans cet environnement plus sain. Sa confiance a grandi. Sa photographie s'est améliorée car elle se sentait plus soutenue dans sa passion, et elle a commencé à nouer des relations plus authentiques avec les membres de sa famille élargie. Elle a même développé un lien tendre avec sa jeune cousine Zoé, qui avait commencé à s'intéresser à la photographie sous la direction patiente de Harper. Ma propre transformation a été tout aussi profonde. La femme qui avait autrefois ravalé sa peine et sa déception pour maintenir la paix parlait maintenant sa vérité avec un calme confiant. Je me suis défendu au travail, ce qui a conduit à une reconnaissance inattendue et à une promotion au poste d'infirmière en chef. Ce printemps-là. Et oui, le café avec Nathan s'est transformé en dîner, qui s'est transformé en sortie régulière. Il était gentil, attentionné, et surtout, sincèrement intéressé à connaître Harper, comprenant que nous étions un package deal. Il comprend, maman, a observé Harper après que Nathan l'a aidé à installer un éclairage compliqué pour un projet scolaire. Il n'essaie pas trop d'en faire ni de m'ignorer. Il est juste vrai. Ce mot, vrai, capturait ce que nos vies étaient devenues depuis ce douloureux jour de Noël. En refusant d'accepter l'inacceptable, en restant ferme sur notre valeur, nous avions créé un espace pour que des relations authentiques puissent se développer. Pas parfaite, non sans défi, mais vraie. 6 mois après ce Noël fatidique, Harper et moi étions assises sur le balcon de notre appartement, profitant de la douce soirée de juin. Notre petit jardin en pot était florissant, un projet que mon père nous avait aidé à démarrer lors
d'une de ses visites de week-end. Les guirlandes lumineuses que Harper avait accrochées donnaient à toute une lueur douce alors que nous sirotions de la limonade et réfléchissions à tout ce qui avait changé. Papy a appelé aujourd'hui, a mentionné Harper en faisant défiler les photos sur son appareil. Il veut m'emmener à la pêche le week-end prochain. J'ai souri, me souvenant comment mon père avait découvert un intérêt commun pour la solitude matinale avec Harper. Leur sortie de pêche était devenue une tradition mensuelle, des occasions de conversation tranquille et de compréhension qui manquaient auparavant. Et Ethan et Zoé? Ai-je demandé, curieuse de savoir si les anciens schémas changeaient vraiment. Harper a haussé les épaules. Ethan n'est pas intéressé. Zoé viendra peut-être la prochaine fois, mais elle a un récital ce week-end. Papy a dit, c'est mon moment spécial de toute façon. Cette simple déclaration représentait un énorme progrès. Mon père avait fait de véritables efforts pour former des relations individuelles avec chaque petit enfant, reconnaissant les qualités uniques de Harper plutôt que de regrouper les cousins ou de favoriser les autres. Le parcours de ma mère avait été plus compliqué. Après avoir initialement résisté au changement, Eleanor avait finalement reconnu l'ultimatum pour ce qu'il était vraiment, non pas une punition, mais une opportunité de construire une relation plus saine. Bien qu'elle retombe encore parfois dans de vieilles habitudes de critique ou de comparaison, elle se rattrapait maintenant plus souvent qu'autrement, parfois même en plein milieu d'une phrase. Mamie m'a envoyé un texto à propos du concours de photos, a poursuivi Harper en me montrant le message. Elle a trouvé le formulaire d'inscription et m'a envoyé le lien avant même que je mentionne que j'étais intéressé. Le concours de photographie était un prestigieux concours local qu'Eleanor avait découvert grâce à son bénévolat au musée. Le fait qu'elle ait pensé à Harper immédiatement, prenant l'initiative de soutenir sa passion, en disait long sur ses efforts pour changer. Notre relation avec la famille d'Amanda s'était également transformée. Le courant sous-jacent de compétition s'était largement dissipé, remplacé par des interactions plus authentiques. Les cousins passaient maintenant du temps ensemble par intérêt sincère plutôt que lors de réunions de famille obligatoires. Ethan, maintenant âgé de 14 ans, avait même demandé l'aide de Harper pour le projet de photographie scolaire, reconnaissant son talent d'une manière qui aurait été inimaginable auparavant. Tante Amanda a demandé si on voulait les rejoindre à leur chalet au bord du lac en août, a mentionné Harper. Juste un truc décontracté, a-t-elle dit. Sans pression. Tu veux y aller, ai-je demandé en gardant un ton neutre. Harper a réfléchi. Ouais. Je pense que oui. C'est différent maintenant. Elle me voit vraiment. C'était le cœur de tout, être vraiment vu. Les changements dans notre famille élargie ne s'étaient pas produits du jour au lendemain, et ils n'avaient pas été sans revers. Il y avait eu des conversations tendues, des moments de régression et des périodes de frustration de tous les côtés. Mais l'application constante des limites avait lentement créé une nouvelle normalité. Ma relation avec Nathan s'était développée progressivement au cours de ces mois. Il comprenait mes priorités et respectait les limites que je fixais concernant mon temps avec Harper. Sa patience et son intérêt sincère pour nos deux vies avaient permis à quelque chose de beau de grandir entre nous. Le docteur Pierce vient dîner demain, n'est-ce pas, a demandé Harper avec un sourire entendu. Nathan, ai-je corrigé doucement. Et oui, il apporte des ingrédients pour nous apprendre à faire une vraie paella. Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? A observé Harper, sa perspicacité me prenant au dépourvu. J'ai senti mes joues chauffer. Oui. Mais tu sais que tu es toujours ma priorité. Oui. Maman, a dit Harper avec un roulement d'yeux exagéré. Je le sais. Je sais. Aussi que tu mérites d'être heureuse, et il te rend heureuse. Sa maturité me stupéfiait continuellement. Quand es-tu devenu si sage? Probablement. Vers Noël,
a-t-elle répondu pensivement. Te voir nous défendre a changé quelque chose en moi. J'ai réalisé qu'accepter les mauvais traitements ne fait pas de toi une bonne personne. Ça apprend juste aux gens qu'il est acceptable de mal te traiter. J'ai tendu la main sur la petite table et lui ai serré la sienne. C'est exactement ça. J'ai beaucoup pensé à ça ces derniers temps. A-t-elle poursuivi. Surtout avec les candidatures pour l'université. L'année prochaine. Avant, je m'inquiétais tellement de ce que tout le monde pensait, surtout mamie et tante Amanda. Maintenant, je me concentre juste sur ce que je veux vraiment. Et que veux-tu, ai-je demandé. Étudier le photojournalisme, a-t-elle dit sans hésitation. Raconter des histoires à travers des images qui font ressentir quelque chose aux gens. La confiance dans sa voix était le plus beau cadeau de tout ce parcours. Ma fille comprenait maintenant sa propre valeur d'une manière qui lui servirait tout au long de sa vie. Notre conversation a été interrompue par la sonnerie de mon téléphone. Meredith appelait à propos d'une fête prénatale pour une autre collègue. Pendant que je parlais avec elle, finalisant les détails du cadeau que nous apporterions. Ensemble, j'ai regardé Harper photographier le coucher du soleil, complètement absorbé, capturant la lumière parfaite. Quand j'ai raccroché, Harper s'est tourné vers moi avec curiosité. Tu te souviens quand tu as dit que tenir tête à mamie et papy ne concernait pas seulement un dîner de Noël? J'ai hoché la tête. Je comprends maintenant, a-t-elle poursuivi. C'était pour m'apprendre à me valoriser suffisamment pour attendre un traitement correct. N'est-ce pas? C'est exactement ça, ai-je confirmé, émerveillé par ça. Perspicacité. Le plus grand cadeau que je pouvais te faire n'était pas de te protéger de chaque blessure, mais les outils pour te protéger toi-même, pour connaître ta valeur et attendre des autres qu'ils l'honorent. Alors que la nuit tombait, nous sommes restés sur le balcon, planifiant notre été et discutant des possibilités pour l'avenir. Le Noël douloureux qui avait catalysé tant de changements semblait maintenant un lointain souvenir, non pas oublié, mais transformé en le début de quelque chose de beaucoup plus sain. C'est ce que j'ai appris de tout ça, a songé Harper alors que nous rentrions. Finalement. La famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui on est apparenté. C'est ceux qui sont là, qui te respectent, qui te voient pour qui tu es. Vraiment. C'est tout à fait vrai, ai-je convenu. La famille peut être biologique. Mais c'est aussi ceux que tu choisis, et ceux qui te choisissent en retour, chaque jour. Alors que Harper se dirigeait vers sa chambre, je me suis attardé dans notre salon, regardant les photographies maintenant bien en vue sur nos murs. Des images que Harper avait prises, correctement encadrées et honorées. Parmi elles, une nouvelle photo de famille de Pâques. Tout le monde souriant sincèrement. Pas parfait, mais réel, authentiquement nous. Le voyage de ce Noël douloureux à aujourd'hui n'avait pas été facile, mais il avait été nécessaire, et finalement, guérisseur. En refusant d'accepter les mauvais traitements, en établissant des limites fermes, nous avions créé un espace pour que quelque chose de meilleur puisse grandir, non seulement avec notre famille élargie, mais en nous-mêmes. Avez-vous déjà eu à poser des limites difficiles avec des membres de votre famille? J'aimerais beaucoup lire vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour en savoir plus sur notre parcours. N'oubliez pas, se défendre n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour des relations saines. Merci d'avoir écouté notre histoire et j'espère qu'elle vous donnera du courage si vous faites face à des défis similaires.